Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. L'Algérie prend un nouveau cap dans sa diplomatie et tend à être plus influente. Dans son dernier discours sur la diplomatie lors de la conférence des chefs des missions diplomatiques et consulaires, le chef de l'État a donné de nouvelles orientations au corps diplomatique. Une diplomatie redéployée, plus présente, plus dynamique, renforcée et dont le seul objectif est de défendre les intérêts suprêmes de la nation. Plusieurs objectifs ont été tracés, le tout dans une démarche consensuelle. Nos positions sur les questions internationales restent immuables. Il demeure néanmoins nécessaire de prendre des mesures proactives en vue de consacrer le rôle de l'Algérie en tant qu'acteur influent, insistera le président de la République. La diaspora et la diplomatie économique, deux autres priorités définies par le chef de l'État dans ses orientations aux chefs de mission diplomatique et consulaire réunis lundi dernier à Alger. Décryptage ce soir du discours du président de la République avec nos invités. Nous accueillons sur ce plateau M. Brahim Tahroubt, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur délégué du quotidien L'Expression. Merci d'être sur ce plateau. Merci à vous. Nous avons par Skype deux invités depuis Paris. Nous avons avec nous M. Brahim Zitouni, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes analyste politique et merci d'avoir accepté notre invitation, M. Zitouni. Et nous avons également M. Badis Renissa, expert en relations internationales. Bonsoir, M. Renissa. Bonsoir Wassal, bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors on va d'abord revenir sur la forme de cette conférence avec vous, Monsieur Zitouni. C'est pour la première fois que tous les ambassadeurs algériens en fonction ou qui prendront leurs fonctions se réunissent avec les cadres du ministère des Affaires étrangères, mais aussi avec le président de la République, en présence du Premier ministre et d'autres ministres. Il y a lieu de le relever, c'est ce qu'avait déclaré d'ailleurs même l'envoyé spécial chargé des grands partenariats. Pour vous, Monsieur Zitouni, il s'agit là d'un discours sur la diplomatie. Oui, absolument. C'est un discours diplomatique, mais un discours sur la diplomatie. Il s'agit de redéfinir le cadre théorique général de la diplomatie. Et je crois qu'il y a, avant de parler du fond, une forme à lever. Cette redéfinition se veut être consensuelle, elle veut se faire avec l'ensemble de l'appareil diplomatique et en réalité, on voit là qu'il y a une démarche qui est très caractéristique du président Seydi Abdelmajid Tebboune et qui est en fait très ancrée dans l'histoire du mouvement national. Rappelez-vous à chaque fois qu'un dirigeant historique a voulu s'éloigner du consensus national, il s'est vu écarté. C'est le cas par exemple de Messal El-Hajj, ça a été le cas malheureusement de l'assassinat de Abbar Ramvan. Systématiquement, lors du mouvement national, lorsque un dirigeant a voulu s'éloigner du consensus institutionnel, il a été écarté et on voit bien là que le président de la République est vraiment en droite ligne de cette tradition, de cette très grande tradition de la République algérienne qui remonte très loin jusqu'aux anciennes organisations de la République ottomane où c'était tous les raïs, tous les officiers supérieurs, plus de 800, qui définissaient la politique générale du pays et le fait de vouloir déclarer la guerre ou la paix. Bien entendu, le président de la République et le chef de la diplomatie étrangère, c'est lui qui représente le pays et la nation, mais il le fait dans une tradition algérienne, c'est-à-dire une tradition consensuelle qui vise à construire un consensus institutionnel fort. Et je crois que cette démarche-là est la caractéristique de l'exercice que nous avons vu se développer au Centre international des conférences. Alors, il le disait à l'entame, l'ordre mondial a connu tout récemment des bouleversements inédits engendrés par une série de facteurs et de phénomènes, une situation qui requiert une opération d'adaptation continue des missions de la diplomatie algérienne et de ses domaines de déploiement. C'est de cela dont il s'agit aujourd'hui, de s'adapter au contexte actuel et de se redéployer en force pour devenir justement un acteur plus influent, M. Tahroubt. En effet, c'est l'objectif recherché, mais d'abord, il faut relever qu'il y a en effet une volonté politique pour le faire, parce qu'il faut se dire les choses, que sans volonté politique, on ne peut pas aboutir à quelque chose. Et puis, c'est une première depuis l'indépendance.
première fois qu'un président de la République a pris cette initiative de réunir les diplomates, les chefs des missions, les responsables du ministère des Affaires étrangères, parce qu'il s'agit d'une vitrine à l'étranger et il s'agit d'épouser un peu la vague de ce qui se fait au plan international. C'est un début. Maintenant, il faut consolider ce travail parce que vous savez que ce n'est pas uniquement une simple conférence, mais je dirais que c'est un chantier, même un très grand chantier. J'ajouterais que c'est l'un des plus grands, sinon le plus grand chantier de l'Algérie nouvelle. Et donc, il faut mettre les moyens. La volonté politique existe. Maintenant, il faut y aller de l'avant. Monsieur Khenissa, se redéployer à l'international, redevenir un acteur influent, qu'est-ce qui se dégage aujourd'hui de ce discours que vous avez pu suivre et vous-même qui faites un peu partie de cette diaspora algérienne? Écoutez, de mon point de vue, je trouve que cela est dans le continuum quelque part d'abord le programme du président de la République, les 54 points évoqués, notamment sur la diplomatie, mais également sur un peu la mutation, je dirais, les chantiers ouverts depuis quelques temps, depuis en tout cas l'élection du président Abdelmadjid Tebboune, en matière de diplomatie active, de diplomatie qui, je dirais, est en phase, qui accompagne le développement et l'évolution de la diplomatie mondiale. Mais si vous me le permettez d'abord, j'aimerais définir quelque part aujourd'hui la politique étrangère de l'Algérie, qui, pour ma part, s'articule autour de deux points majeurs, ou je dirais même deux objectifs majeurs, qui sont d'abord, en tout cas pour l'Algérie, de l'Algérie nouvelle d'aujourd'hui, le premier est celui de s'assurer de la sécurité de nos frontières, la sécurité de notre pays, de sa cohésion nationale, de consolider le front intérieur. Le deuxième point, bien évidemment, c'est celui d'établir ou de construire des relations avec des pays sur une base, je dirais, de gagnant-gagnant, mais surtout de réciprocité d'intérêts. Ce qui pousse à l'Algérie aujourd'hui, qui ambitionne à juste titre de jouer un rôle plus actif, d'acteur clé dans l'équation, je dirais, mondiale. Peut-être au risque de me répéter depuis quelques semaines sur les plateaux, pour ne pas dire quelques mois pour la petite histoire, aujourd'hui, il faut rappeler qu'il y a une émergence, je dirais, de l'ordre mondial, d'un nouvel ordre mondial qui exige de certains pays, comme l'Algérie le fait aujourd'hui, encore une fois à juste titre, de se positionner ou même se repositionner dans l'échiquier, je dirais même dans l'équation des équilibres des États. Ce qui explique pourquoi aujourd'hui l'Algérie, à travers ce travail de fond, qui, je rejoins le collègue, est un grand chantier qui nécessite, je dirais, une politique non seulement de volonté, mais surtout une politique incrémentale dans laquelle on va établir des jalons sur du moyen, sur du long terme, dans lequel se dessine, se profile bien évidemment une politique de résultat, comme l'a rappelé le président de la République dans son discours. Alors vous parlez d'un des plus grands chantiers et aussi de cette politique de vouloir sauvegarder les intérêts suprêmes de notre nation, à commencer par sa sécurité. Ça a été relevé également. Les défis en Afrique prennent une autre dimension plus grave au regard des crises multidimensionnelles que connaît cette région et des foyers de tension dans de nombreux pays voisins, comme on le sait. L'Algérie doit prendre des mesures proactives aujourd'hui pour se replacer sur la scène internationale. Le chef de l'État a même parlé du prochain mandat de l'Algérie en qualité de membre au Conseil de sécurité onusien pour la période 2024-2025. Les lignes sont tracées, c'est plus clair. Il y a des directives plus claires aujourd'hui qui ont été données au corps diplomatique algérien. Bien évidemment, il y a des directives, c'est certain. Mais si vous permettez, oui, Sibrahim, parce que apparemment, Sibrahim a évoqué l'histoire. Il a beaucoup parlé sur l'histoire. Oui. Apparemment, les Ibrahim sont portés sur l'histoire, apparemment. Si vous permettez, je vais faire un petit rappel historique avec une perlée d'une petite anecdote. Je n'ai pas vérifié la pertinence de cette anecdote, mais elle est intéressante quand même. C'est l'île de Java, en avril 1955, où s'est déroulée la conférence de Bandung. Donc à cette conférence, l'Algérie était invitée en tant que membre observateur. Et deux géants, ils sont décédés aujourd'hui, Mohamed Yazid et Hussein Ahmed, ont participé à cette conférence. Et donc, deux jeunes, Ahmed dans l'époque, je pense qu'il devait avoir 29 ans, maximum 30 ans, qui participaient avec des délégations fortes de l'époque.
Et qu'est-ce qu'ils allaient dire, qu'est-ce qu'ils allaient faire pour parler de l'Algérie, faire entendre la voix de l'Algérie à l'international et faire comprendre à ces délégations qu'il y a une nation qui luttait contre l'ordre colonial, contre l'empire colonial français. Et donc les deux diplomates algériens, je ne sais pas comment ils ont fait, mais en tout cas ils se sont rapprochés de la dame qui annonçait l'entrée et la sortie des délégations dans la salle. Et à l'entracte, elle répétait, ils lui ont fait dire ça, ils l'ont convaincu pour répéter que la délégation algérienne est priée de rejoindre la salle. Et ça se répétait en boucle. Et puis à la salle, on attendait une délégation algérienne. Et voilà que tout le monde à la conférence parlait de l'Algérie. Ah bon, il y a une Algérie qui combat, qui lutte. Pourquoi je raconte cette anecdote? C'est pour dire que si aujourd'hui on veut aller à l'international, nous ne venons pas du néant. C'est-à-dire que nous agissons sur la base d'un socle qui n'est pas friable, qui est solide, qui est balèze. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? On ne sait plus. La diplomatie des années 60 en Algérie est connue. Oui, mais aujourd'hui, il nous est arrivé un peu comme ce chasseur qui ne sait plus quoi faire de la peau de l'ours qu'il venait d'abattre. Nous ne savons plus vendre les dattes les plus succulentes au monde de Guillet Nord. On ne sait plus placer les oranges d'Algérie qui était très connu. On ne sait plus vendre la figue de Barbacha qui a gagné la Palme d'Or en 1963. Donc nous parlons aujourd'hui de diplomatie économique. Comme je l'ai dit, c'est un très grand chantier de l'Algérie nouvelle. Et je pense que c'est un chantier qui nécessite une synergie, qui nécessite une cohésion, qui nécessite un très très grand travail, puisque ce chantier, attention, ce n'est pas une opération de séduction commerciale, de séduction à l'international. C'est un chantier qui déborde très largement le département de M. Ramtallah Mamra. Il implique le ministère du Commerce, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Transports, des Finances, et j'en passe. Donc, ils devront porter la relance économique du pays. Je vais rester un peu sur votre anecdote, ce que vous avez dit avec vous, M. Zitouni. On a un peu renoncé ces dernières années à notre déploiement à l'international diplomatique. Absolument. Le président de la République y a fait d'ailleurs allusion en parlant aussi bien de l'Afrique du Sud que du Nigeria. Nous étions englués dans une diplomatie des pipelines, des gazoducs, c'est-à-dire une diplomatie de la rente, rente non seulement liée aux hydrocarbures, mais aussi rente historique, comme vient de le rappeler justement si Takhbourt. Donc non, effectivement, nous sommes là dans autre chose, et cette autre chose, c'est une nouvelle économie entière qui est en train de se mettre en place avec le déploiement des gisements importants d'Oraj Bilet et la rénovation et le déploiement des gisements de phosphate de Jebel Onkh. Nous allons vers donc des relations internationales basées sur une rente minière beaucoup plus élargie, et ça nécessite forcément un accompagnement, une diplomatie bien plus élargie. Maintenant, pour revenir à la question précédente que vous posiez, quant au défi de la nouvelle diplomatie, laissez-moi vous dire que le président de la République parle de défis et de problématiques posées par une guerre nouvelle, qui est une guerre de 4e génération, c'est-à-dire une guerre totale. Ce mot de 4e génération est dû à un théoricien américain, M. Lindt, qui en 1989 avait introduit cette notion dans une gazette des Marines Corps américains pour expliquer que la guerre changeait de nature. Et parce que la guerre devient totale, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur non seulement des rapports de force, mais aussi sur une analyse anthropologique, culturelle, sociale de l'adversaire pour essayer de le faire aussi bien exploser de l'extérieur qu'imploser de l'intérieur. Et parce que nous sommes en face d'un monde des rapports de force qui fonctionnent sur des guerres de 4e génération, il nous faut retrouver la diplomatie d'antan qui était avant l'heure une diplomatie de 4e génération, puisque nos combattants, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, menaient un combat réel au sens propre dans les capitales internationales en utilisant l'ensemble
l'ensemble des dispositifs qui pouvaient être les leurs afin de lever haut le drapeau de la nation algérienne. Et aujourd'hui, la nouvelle génération qui vient doit se saisir de l'ensemble des possibilités qui sont les leurs pour faire avancer les influences diplomatiques algériennes, assurant sa sécurité, son respect au sein des nations et enfin promouvoir la coopération internationale de manière pacifique. À une situation de quatrième guerre générationnelle, il est nécessaire d'apporter une riposte diplomatique nouvelle de quatrième génération. J'ouvre un peu la parenthèse, puisque vous parlez aujourd'hui de cette position plus ferme que nous devons adopter. Ce qui s'est passé avec la France tout récemment et aujourd'hui avec la réponse également de l'Élysée, on voit aujourd'hui que nous avons quand même eu une position très ferme vis-à-vis de ce qui s'est passé. Oui, alors là, je crois qu'il faut dépasser la polémique des petites phrases. Et en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Algérie aujourd'hui est engagée dans une restructuration économique, sociale, culturelle profonde. Et cette restructuration issue du Hirak du 22 février 2019, car cette restructuration née du mouvement social, c'est cette restructuration profonde qui permet à l'État algérien, dans sa dynamique de rénovation, de pouvoir parler haut et fort. Et donc là, on voit bien qu'en réalité, c'est cette dynamique nouvelle issue d'un mouvement social puissant qui permet à des redéploiements étatiques de se faire jour et aussi qui permet un repositionnement diplomatique qui est maintenant une nécessité vitale du point de vue national et social. Vital car le Hirak du 22 février 2019 le réclame ardemment, puissamment. N'oubliez pas que c'était des dizaines de millions d'Algériens qui étaient dans la rue et c'est ce type de changement qu'il est demandé à notre État de réaliser. Il le fait à son rythme et avec ses moyens, mais l'essentiel est qu'il le fait. Très bien. Monsieur Nissa, on va revenir un peu sur ce qu'a dit Monsieur Zitouni pour le paraphraser. Il parle de cette diplomatie de la rente. Il faut sortir de cette diplomatie de la rente et élargir la nature de notre diplomatie, une diplomatie plus dynamique. Je dirais même qu'il faut peut-être élargir le prisme de lecture, le prisme d'action en matière de diplomatie. Vous savez, au-delà de la diplomatie économique, qui est un terme nouveau, je dirais, dans la politique des étrangères de l'Algérie, il y a d'autres diplomaties, notamment culturelles, même culinaires, digitales et autres. Donc, et j'en passe. Donc, mais ce qu'il faut retenir, je dirais, comme point important, c'est que l'Algérie aujourd'hui a pris ce cap, effectivement, ce défi de vouloir changer sa méthodologie, l'améliorer, l'évoluer, comme je disais tout à l'heure, pour qu'elle soit en adéquation, en corrélation avec les défis mondiaux, les défis régionaux. Et Dieu seul sait qu'on en a beaucoup en ce moment. On ne choisit pas son voisin, mais on doit faire avec. Donc effectivement, on doit établir une stratégie d'influence, une stratégie de soft power, une stratégie je dirais, pour devenir acteur majeur dans l'équation régionale et mondiale. Il faut aussi s'armer de diplomatie de veille stratégique, de prospective, de proactivité, de manière à être toujours à même de répondre d'une manière, comme nous l'avons fait à ce jour, éclairée, sage, calculée, pour continuer à défendre en tout cas les intérêts de l'Algérie, mais bien au-delà, parce que l'Algérie aussi, c'est pas que l'intérêt de l'État, mais aussi les intérêts des pays amis, notamment, vous avez évoqué le Conseil de sécurité qui est une priorité. Son adhésion a été proclamée comme priorité par le président de la République. Je me réjouis de cette décision, mais également l'Union africaine dans laquelle aujourd'hui l'Algérie, toute modestie gardée, on peut le dire, on peut l'affirmer, qu'elle est devenue la locomotive, dans un temps soit peu, en tout cas dans un temps très court, comme monsieur le disait, mais dans lequel, avec un hyperactivisme accru, a permis, dans une politique de bienveillance, contrairement à d'autres pays limitrophes avec les pays africains, pour défendre, consolider, protéger l'Union africaine, mais d'autres organisations, notamment les pays non alignés. Aujourd'hui, si vous voulez, l'Algérie, pour faire court, est dans une dynamique nouvelle, avec cette Algérie nouvelle qui est en chantier, effectivement, qui tire son essence, je dirais même sa force, du Hirak du 22 février 2019, pour faire un rappel, mais qui aujourd'hui a rempli certains jalons, notamment en matière de relégitimation des institutions. On a vu récemment législatives, la présidence avec
d'un président. Donc, nous sommes aujourd'hui forts par ces institutions, notamment la colonne vertébrale de l'Algérie, qui est l'institution militaire, et qui est, Dieu seul sait, ciblée aujourd'hui plus que jamais. Donc, cette légitimité nous a donné aussi cette force de dissuasion, je dirais, et d'imposer, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, vis-à-vis des tensions avec la France, des tensions avec le pays voisin, le Maroc, et même donner un signal fort au monde entier que l'Algérie aujourd'hui, dans une dynamique d'État à État, de diplomatie en tout cas d'État à État, dans laquelle les États doivent respecter sa souveraineté, car c'est un point fondamental, et dans laquelle ils vont devoir en tout cas faire et surtout construire les années à venir et les décennies à venir. Monsieur Nissa, rapidement, hein, si vous voulez, s'il vous plaît, hein, vous avez parlé d'influence, de soft power, avec une communauté. Nous avons une communauté très importante établie à l'étranger. Vous parliez d'un chiffre en off avant l'émission d'1 200 000 Algériens binationaux éligibles qui pourraient aussi apporter cette influence nécessaire et faire du lobbying. Nous avons des cartes à jouer. Nous avons plusieurs jokers, même j'ai envie de vous dire, pour peu qu'en fait on essaye effectivement de donner le cap et de donner une feuille de route claire dans ce sens, et je pense que c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Vous l'avez évoqué tout à l'heure dans le discours, que ce soit du Premier ministre ou même du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, il y a une volonté franche et forte à vouloir renouer avec la diaspora. Oui, effectivement, comme j'ai expliqué, plus d'1 million, 1 200 000 d'individus, en tout cas, ou d'Algériens compatriotes éligibles à voter ici, dans la classe politique française. Je vous laisse imaginer la puissance, en tout cas, ou le levier de pression qu'on pourrait avoir, notamment même dans l'équation politique du pays hôte. Donc, mais pour cela, je pense qu'on en reparlera peut-être plus tard pour la diaspora, mais la diaspora doit être fondamentalement au cœur de ce projet. Elle doit être d'abord rassembler tous les compatriotes patriotes qui veulent renouer avec le pays, qui veulent porter un projet, une vision, bien évidemment, du professeur dans la grande université française ou américaine, à l'imam dans la mosquée à Bobigny. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être dans cette inclusion ou inclusivité de manière à donner à chacun sa place, à chacun, on va dire, son rôle prépondérant, car les compatriotes n'attendent qu'un signal, c'est celui, bien évidemment, de porter leur pierre à l'édifice. On a besoin également comme préalable, et je pense que le Premier ministre l'a évoqué hier ou avant-hier, il y a un travail, un chantier on va dire, de rétablissement de confiance entre la diaspora et les institutions passées, bien sûr. Donc il y a un travail, il y a une volonté, il y a des indicateurs en tout cas fiables qui démontrent. Merci Monsieur Nissa. Donc aujourd'hui, élargir l'influence à l'étranger, hein, c'est un des principaux objectifs. Nous devons nous repositionner sur la scène internationale pour aussi faire valoir nos principes. Le chef de l'État a parlé de l'Union africaine, du sommet de la Ligue arabe qui doit aussi se tenir en mars à Alger. C'est là que nous devons aussi influencer. Tout à fait. Si vous permettez juste un petit retour en arrière, oui. Pas retour en arrière, mais c'est juste pour préciser les choses, c'est que on doit d'abord définir les objectifs de cette diplomatie économique. Elle vise quoi? Qu'est-ce qu'on veut à travers cette diplomatie économique? Savoir où on veut aller. Bon, globalement, bien sûr, c'est d'abord d'attirer des investisseurs étrangers. Ensuite, pouvoir placer les produits algériens à l'étranger. Et agir sur les règles internationales pour les rendre, pour les adapter un peu à l'intérêt national. On a planté le décor ici qu'il y a une guerre médiatique, il y a une guerre diplomatique, il y a une guerre économique qui se fait de par le monde. Mais nous, pour aller au front de cette guerre, il nous faut des moyens. On ne va pas aller comme ça sans la préparation, sans se préparer. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette idée qu'on parle depuis maintenant bientôt 2 ans d'une guerre de 4e génération qui nous est faite. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait entre-temps? On ne doit pas rester éternellement dans le constat. Il faut qu'on agisse. On parle de mesures proactives. Hein, bien sûr, des mesures proactives, effectivement. Et maintenant que le président de la République a balisé, a posé les balises diplomatiques, pas les valises, mais les balises diplomatiques, et il y a des éléments importants qu'il faut intégrer. Je cite la communication. C'est un volet très important. Si
nous allons dans une guerre médiatique, il nous faut des bataillons, le mot n'est pas exagéré, des bataillons de communicants. Des bataillons de communicants. Souvent, bon, de Fawassi, nos amis des affaires étrangères, c'est un milieu qui n'admet pas souvent que des gens de l'extérieur viennent. Il faut qu'ils s'ouvrent aussi à l'agriculture, qu'ils s'ouvrent au commerce, qu'ils s'ouvrent à d'autres apports pour mener cette guerre. Deuxième élément important à mon sens, d'accord, on va assigner à nos ambassadeurs, aux affaires consulaires, cette tâche. Mais il y a une question importante à mon sens qui se pose. Où placer le curseur entre le public et le privé pour éviter à ces messieurs qui sont nos soldats à l'étranger, entre guillemets, qu'ils ne tombent pas dans cette histoire de trafic d'intérêts, de conflit d'intérêts, voilà, de conflit d'intérêts. Parce que, bon, pourquoi avoir favorisé tel opérateur, pas tel autre, pourquoi tel produit, pas tel autre. Les opérateurs étatiques, la question ne se pose pas, ça existe, voilà, donc privé. Il y a le privé, l'étatique, on va en guerre ensemble. Et donc, comment rassurer nos ambassadeurs? Comment les rassurer pour qu'ils agissent à l'aise? Vous savez, on a vu des walis... Il faut que le terrain soit propice également, ici. Pardon? Il faudrait que le terrain soit propice, il faut créer un écosystème favorable. Propice pour ça. Donc, il faut les rassurer pour que ensuite, après toutes les recommandations qu'ils ont reçues, on peut leur demander, vous savez, des comptes et, comment dire, évaluer leur travail à l'international de ce qu'ils ont fait. Donc je pense qu'il faut aussi les rassurer, il faut trouver un écosystème pour qu'on ne retombe pas dans cette histoire de conflit d'intérêts. C'est tout un travail, comme vous l'avez dit, tout un chantier à faire. Pour revenir un peu sur ces défis régionaux et continentaux avec vous, Monsieur Zitouni, on parlait avec vous sur l'Union africaine, le chef de l'État en a parlé, sur le sommet de la Ligue arabe qui doit se tenir à Alger. C'est à ce moment-là qu'il faut agir, il faut commencer à agir maintenant. Pour l'Union africaine, on le sait, pour les influences, notamment de l'entité sioniste, pour le sommet de la Ligue arabe, également réformer un petit peu le fonctionnement de la Ligue arabe. Il faut commencer à travailler, c'est impératif. Oui, alors absolument. Ce qui est remarquable dans le discours du président de la République, c'est que contrairement à beaucoup d'autres nations, les objectifs sont clairement affichés. Elles sont dites à l'avance. Il s'agit d'un soutien indéfectible à la question palestinienne d'une part, et d'autre part, il s'agit de promouvoir la décolonisation totale du Sahara occidental. Voilà les deux parts et objectifs de moyen terme et de long terme de la diplomatie algérienne, c'est-à-dire une diplomatie au service des causes justes. Et parmi les causes justes, c'est la défense des intérêts africains et pour bien défendre les intérêts africains, il faut resserrer l'unité des rangs des Africains contre tous les dangers qui les guettent. Et le premier des dangers, c'est effectivement l'influence de l'entité sioniste qui a été introduite par le cheval de Troie de l'Union africaine, c'est-à-dire le Maroc, qui cherche à tout simplement faire imploser de l'intérieur les solidarités africaines anti-impérialistes, sud-africaines, du Nigeria, du Mozambique, d'autres nations qui ont depuis longtemps rejoint des positions qui défendent les intérêts africains. Et on voit aujourd'hui le Merzen rentrer dans l'Union africaine au service de deux autres puissances, la France d'une part, et d'autre part l'entité sioniste. Et là, l'ordre du jour est très clair de la part du président de la République. Il demande à ses diplomates d'y faire face et de veiller à atteindre ses objectifs de défense des intérêts de l'Afrique. Bien entendu, ces intérêts de défense de l'Afrique rejoignent parfaitement nos propres intérêts nationaux, car ce sont deux adversaires déterminés de l'Algérie qui essayent de l'affaiblir sur le plan international, affaiblir son influence, et il est bien évident qu'en faisant subir une défaite à ces deux puissances dans l'Union africaine, eh bien, nous nous renforcerons de facto dans notre région naturelle
qui est le Maghreb arabe. Ça, c'est pour l'Afrique. Pour le monde arabe, il s'agit là d'un chantier beaucoup plus complexe, en réalité, parce qu'il y a deux actions à mener. Une première action qui est celle de la promotion de la question palestinienne au sein des Arabes. Aujourd'hui, y compris l'initiative arabe de 2002 qui avait été prise au Liban par le précédent roi saoudien est remise en cause. Il s'agit de la remettre au centre des initiatives stratégiques, d'une part, et d'autre part, il s'agit, pour y arriver, de refonder les règles de fonctionnement de la Ligue arabe sur des règles démocratiques, consensuelles, pour éviter les crises à répétition et tenter de dégager autant que faire se peut une position commune arabe face aux dangers qui guettent le bloc du monde arabo-musulman. Voilà les grands axes qui ont été déterminés très clairement par le président de la République, et il pourra compter là-dessus, sur la Tunisie, qui est maintenant en phase avec les positions algériennes, et si tout se passe bien, sur la Libye, qui est vraiment l'axe sur lequel il nous faut travailler en priorité. Alger, Tunis, Tripoli, voilà l'axe à partir duquel on peut influencer sur les dynamiques arabes. Monsieur Arnessa, se redéployer en Afrique. Tout à fait, comme j'ai expliqué tout à l'heure, l'Algérie a cette faculté d'abord de prendre à bras-le-corps les dossiers complexes et sensibles. Elle est dans une force de proposition, de résolution, notamment par des feuilles de route, que ce soit pour le Mali, pour la Libye et pour d'autres conflits, et notamment aussi pour la Corne d'Afrique. Favorisant la paix, bien sûr, et l'intégrité territoriale, toujours. Tout à fait, tout à fait. Et ce qui revient à ce que je disais tout à l'heure, en fait, à cette référence incontestable de la diplomatie d'antan algérienne qui a donné plus que des leçons, elle a donné une source d'inspiration à pas mal de pays. Donc, le renforcement de l'Union africaine, comme j'ai expliqué tout à l'heure, à travers l'Algérie qui est dans un contexte, je disais, de bienveillance, dans un contexte de protection, de consolidation de l'Union africaine suite aux tentatives d'infiltration, notamment de l'entité sioniste. Vous savez, juste pour la petite parenthèse, l'entité sioniste, par procuration, en tout cas par le biais de son petit soldat régional, essaye de s'accaparer ou du moins d'influencer le vote au Conseil de sécurité, quand on sait que les voix africaines représentent quasiment le tiers, pour ne pas dire 54 voix au Conseil de sécurité. C'est dire l'enjeu et la gravité de la situation. Donc l'Algérie se donne comme rôle d'être un rempart, effectivement, face à cet enjeu qui touche non seulement les intérêts de l'Algérie, mais aussi la région tout entière et même l'Afrique subsaharienne. Donc l'Union africaine, effectivement, doit avoir une feuille de route claire, avec bien évidemment un leadership algérien né, naturel, j'ai envie de vous dire, parce qu'encore une fois, on est dans un rapport de défense des intérêts et surtout de construire ensemble une région stable, pérenne, dans laquelle il y a aussi un développement économique pour tous les pays, en tout cas pour tous les peuples, pour endiguer pas mal de problématiques, notamment l'immigration clandestine, le terrorisme en lui-même, car il s'alimente de la misère. Donc il y a beaucoup de chantiers effectivement à retenir, mais l'Algérie, dans son élan aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs sur l'Union africaine, mais tout à l'heure j'ai un peu anticipé, mais il y a aussi la Ligue arabe à l'occasion du mois de mars 2022 et la tenue de cette Ligue arabe en Algérie. Il y a en effet une volonté de refonte, mais tout en restant pragmatique, car on sait que cette refonte, elle prendra énormément de temps. Oui. Il y a lieu d'avoir un focus, je dirais, dans un premier temps, sur la convergence des luttes, et notamment des causes justes, que ce soit le Sahara ou la cause palestinienne. Finalement, quand on voit ce qui est ressorti du discours, c'est une opposition qui a changé pour la question du Sahara occidental ou la question palestinienne. C'est peut-être dans la mode, dans les outils aujourd'hui que devront avoir les ambassadeurs, les consuls, qui vont changer. Oui, dans les méthodes d'approche, dans les méthodes d'influence. Les méthodes d'approche, mais aussi la manière dont c'est décliné. Pour revenir à cette histoire d'Union africaine et l'arrivée entre guillemets de l'entité sioniste en tant que membre observateur, c'est un peu le loup dans la bergerie. Oui. Et l'entité sioniste qui a trouvé une terre d'accueil chez le Maroc
c'est un bashing médiatique contre l'Algérie, à tel point où ils font croire à certains médias, bien sûr, que toutes les positions d'Algérie, toutes les déclarations de l'Algérie concernant le soutien à la cause palestinienne, le soutien à l'autodétermination du peuple sahraoui sont perçues, où ils font croire à ces médias que ce sont des agressions contre l'antisioniste, pour dire à quel point le danger est imminent. C'est-à-dire qu'ils font un toujours travail jouer cette carte de victime. oui, de victimisation, mais aussi de faire croire aux gens que parce que la diplomatie algérienne est restée constante dans ses positions, notamment pour l'autodétermination du peuple sahraoui, la cause palestinienne, c'est maintenant, on essaye de faire croire que ce sont des positions hostiles à l'antisioniste. Et l'antisioniste, il est venu en marocaine, juste à nos frontières ouest, pour faire, c'est une première depuis 1948 que l'antisioniste s'attaque à un pays arabe dans une terre arabe. C'est vraiment, on n'en a jamais vu depuis 1948. Voilà. Bien, alors pour revenir un peu à ce qui a été également développé dans le discours du chef de l'État, c'est bien sûr cette diaspora et cette diplomatie économique, on en parle également. À partir de leur indépendance, dans les années 60, les pays africains qui entrent un peu dans l'ère du développement vont connaître à des degrés divers l'émigration de leurs ressortissants vers l'Europe et l'Amérique du Nord. On a beaucoup parlé de fuite de cerveau, mais plus tard, on a compris que les émigrants pouvaient aussi représenter potentiellement des diasporas susceptibles d'être mobilisées au profit de leur pays d'origine. On parle de brain gain. Aujourd'hui, il est important pour nous de savoir comment justement cette diaspora peut être utile pour son pays d'origine. Monsieur Zitouni ? Oui, alors de ce point de vue-là, il faudrait poser les problèmes dans leur complexité. Lorsque l'on voit le dernier sommet Macron-Afrique avec les jeunes et comment il y a une tentative de manipulation des diasporas africaines en France pour être la colonne néocoloniale des redéploiements économiques français en Afrique francophone, il faut bien comprendre que les diasporas sont aussi l'enjeu de lutte et qu'il ne s'agit pas simplement de voir nos diasporas dans une béatitude totale. Le mondialisme travaille, il ne dort pas, et en conséquence de quoi, les membres les plus influents de nos diasporas sont souvent courtisés par les centres de la mondialisation, qu'ils soient d'ordre de dynamisme économique ou culturel, et souvent bien plus culturel qu'économique. Donc, en réalité, face à ces enjeux abordés dans leur complexité, il faut nous-mêmes être dans des dynamiques économiques, culturelles et sociales puissantes pour devenir un phare qui attire notre diaspora. Parce que sinon, on est en train de leur demander de porter un fardeau qu'ils sont incapables de porter. Je vais vous donner juste un petit exemple. Le Parti communiste français en France, c'est quand même plusieurs millions d'électeurs, et regardez leur influence sur la politique française. Elle est quasiment nulle. Donc, je veux dire par là que même si nous pouvons être nombreux en France pour essayer d'aborder les problématiques autrement, il y a des problématiques qu'il faut savoir poser de façon différenciée, et là, la responsabilité revient en réalité au dynamisme que doit mettre en œuvre l'État algérien auprès des Maghrébins de façon générale et des Arabes en France pour devenir un pôle d'influence culturelle. Et là, les lycées algériens en France, leur multiplication, les centres culturels, non pas des retraites dorées, mais des véritables centres culturels qui remplissent leur rôle auprès de l'État, doivent prendre leur rôle afin de un réceptacle des dynamismes, des convergences de la diaspora avec nos propres dons sur ce redéploiement à réfléchir aussi bien culturel qu'économique et social pour que l'Algérie devienne le centre des préoccupations de son immigration. Et là, regardez comment le président de la République est concret. Il parle par exemple
d'un fonds de solidarité à mettre dans toutes les ambassades afin de pouvoir rapatrier les corps de nos défunts seraient dans l'immigration pour pouvoir les rapatrier, si tel est leur désir, en Algérie. Vous voyez là, ça c'est une action concrète, juste, qui touche le cœur de nos immigrants. Et ça veut dire qu'en réalité, il faut multiplier ce type d'action, de la plus simple et de la plus sacrée, qui est le décès, jusqu'à la plus festive, qui est l'action culturelle. Et c'est ainsi qu'on pourra mettre du liant dans notre diaspora et enfin du liant dans les relations entre le pays d'origine et notre immigration. Monsieur Arnissa, c'est de cela dont il s'agit, recréer ce lien, ce rattachement à la patrie d'origine pour un peu attirer notre diaspora, un peu la draguer pour pouvoir la ramener sans les influences dont M. Zitouni a parlé. Tout à fait, dans une stratégie qui plus est de bienveillance, et je rejoins M. Zitouni sur le fait qu'effectivement il y a une volonté de vouloir consolider et socialement et économiquement avec la diaspora, donc de manière à en faire un levier, mais d'abord avec ce rapport de confiance, comme j'expliquais tout à l'heure, qui doit être tout de suite et rapidement pris en compte. Donc oui, cela rentre dans cette équation effectivement complexe, parce que je pense que avant tout, il faut établir, pour ne pas tomber dans les effets d'annonce, il faut établir un diagnostic clair, précis, concis sur, je dirais, la typologie, sur la cartographie, en faisant une radioscopie de cette diaspora. On a très peu d'études dessus. Absolument. Et c'est là où je veux en venir. Et c'est là où le bas blesse, j'ai envie de vous dire, parce qu'effectivement, on a peu de statistiques. C'est en train de se faire parce qu'effectivement, il y a des instructions qui ont été données aux ambassades, aux consulats, de manière à pouvoir cartographier, comme j'expliquais, faire une radioscopie claire ou même un scanner, j'ai envie de vous dire, de la diaspora, de manière à pouvoir y répondre à leurs besoins en adéquation avec leur mutation, leur évolution en matière de besoins, en matière d'apport, en matière d'interaction, je dirais, entre les deux parties. Mais quand j'explique tout à l'heure que la complexité, elle réside aussi dans ce maillage, certes riche, très divers, qui est le capital humain, qui sont les compétences algériennes dans toutes les strates, j'ai envie de vous dire, sociétales des pays, et notamment pour citer que la France, car c'est là où réside le plus gros contingent de la diaspora algérienne à l'étranger. Il faut ce maillage, effectivement, le rassembler autour d'un projet, autour d'une vision, autour d'une feuille de route, mais surtout au-delà de le rassembler, il faut aussi lui faire croire à un projet, on va dire, un projet qui ne met pas en marge justement de ce plan d'action. Et je pense qu'aujourd'hui nous sommes complètement dedans. Il y a un travail de mutualisation, car ce maillage est en déliquescence, pour ne pas dire parfois en léthargie. Nous avons effectivement la diaspora au rendez-vous dans tous les, on va dire, les événements tragiques, notamment récemment avec les feux en Algérie. Cependant, il y a un effort à faire, la mutualisation justement de ce travail de fond qui est établi par un tissu associatif qui est, qu'on se le dise en toute transparence. Il y a eu des partenariats également pendant la période Covid. D'associations. Moi, quand je parle par partenariat, c'est-à-dire à toutes les strates sociétales, c'est-à-dire aussi bien le tissu société civile. Cette société civile, on a besoin de l'encadrer, de l'accompagner, de la structurer, le fer de lance, de l'influence, de l'écriture de l'Algérie dans les pays. Vous savez, pour faire une analogie avec les ambassadeurs, chaque Algérien à l'étranger est lui-même ambassadeur de l'Algérie et doit défendre l'intérêt de cette Algérie pour les moyens et les canaux pour le faire. Donc finalement, c'est sortir des effets d'annonce et en amont aujourd'hui si on veut se tourner vers notre diaspora. Oui. L'histoire est un éternel commencement des choses. À chaque fois que l'Algérie sent mal, il s'est tourné vers sa diaspora. Rappelons-nous, on vient l'événement du 17 octobre. Le massacre du 17 octobre à Paris. Rappelons-nous de l'apport de la diaspora, de la Fédération de France, du FLN en France, pour la guerre de libération nationale. C'est
ce n'est pas exagéré de dire que c'est elle qui a porté la révolution sur le plan financier. Donc, cette fibre patriotique, le patriotisme n'admet pas de frontières, l'amour du peuple n'admet pas de frontières. Et je suis donné à cette diaspora la place qui lui sied dans la stratégie de la construction. C'est ce lien transformateur qu'on va créer. Il est maintenant pour nous de comprendre que la diaspora, c'est un levier formidable, c'est un potentiel formidable de savoir, de savoir-faire, c'est un gisement, un capital financier, et c'est aussi un levier très, très important pour la construction des nouvelles. Je pense que c'est pour nous de l'exploiter, comme je l'ai dit, de lui donner la place dans la édition de cette Algérie. Alors, il y a une étude en 2015 par le CREAD, sur un petit temps, parce que voilà, il manque de données. La nouvelle génération d'entrepreneurs et porteurs de projets de la diaspora se démarquent de leurs parents par un niveau d'instruction supérieur qui est ressorti de cette étude. C'est nouveau, un niveau d'études plus élevé. Nous sommes en train d'immigrés hautement qualifiés. Ces entrepreneurs sont jeunes, qui ont pour 70% moins de 45 ans, avec un niveau de formation plus élevé, diplômés universitaires avec 85% qui ont un troisième cycle. On a une dominance des techniques et des technologies avec un taux de 28%. Donc on sent là quand même qu'il y a un réel potentiel de servir les intérêts d'Algérie. Mais juste une parenthèse. Le monsieur qui a fait cette étude, monsieur Aziz Nafa, il fait partie de la diaspora, lui aussi maintenant, il a quitté le pays. Bon, c'est un énorme potentiel, mais je ne peux pas aller plus loin. Il faut qu'il la communauté nationale pas la diaspora, parce que c'est un luxe énorme que de se passer de ce gisement, qu'on le laisse de côté sans l'exploiter. Je pense qu'il faut aller, et pourquoi pas l'impliquer carrément. Vous voyez l'équipe nationale qui fait le bonheur des Algériens, c'est à 90% fait partie de la diaspora, mais parce qu'on les a laissés travailler. Voilà le résultat. Et là, c'est le bonheur de tous les Algériens. Alors, Monsieur Zitouni, finalement, on a quand même des entrepreneurs jeunes et hautement qualifiés dans des spécialités très recherchées, versées dans les nouvelles technologies. Il serait essentiel de se tourner vers cette qui est la diaspora, en basant bien sûr le terrain que vous avez annoncé auparavant. Hein. Absolument, mais je crois que le problème essentiellement n'est pas dans la diaspora, le problème est essentiellement dans la qualité des réformes en Algérie. À partir du moment où les réformes structurelles sur le plan économique, administratif sont là, eh bien il y aura un effet d'appel pour l'ensemble des IDE, c'est-à-dire des investissements directs étrangers. Et parmi ces IDE, il faudra, et c'est là, il faudra avoir une attention particulière, essayer d'attirer les élites technologiques, politiques, culturelles, algériennes, voire maghrébines, qui sont installées en France pour les inviter à investir en Algérie, et peut-être que dans le cadre de la restructuration, de la réflexion sur un code d'investissement nouveau, sur des réformes nouvelles dont je sais qu'il y a une réflexion au niveau du Premier ministère, peut-être donner un avantage supplémentaire aux élites maghrébines afin qu'elles puissent venir en priorité investir leur savoir-faire en Algérie. Ça ne dépend pas uniquement de la bonne volonté avérée de à l'étranger, ces élites maghrébines à l'étranger, ça dépend aussi beaucoup de la qualité des réformes en interne, et si nous serons les réaliser de façon pertinente et pour ça, ça demande de l'argent. Nous sommes en crise financière. L'ensemble des restructurations demandent de l'argent. Il faut donc savoir prioriser, savoir qu'est-ce qui est le plus important
important du moins important. Les IDE sont fondamentaux pour le développement de la croissance économique algérienne. Et dans ce cadre-là, dans le cadre aux IDE qui risquent de venir dans les mois à venir, il faudrait peut-être penser à des IDE spécifiques aux élites maghrébines afin qu'elles viennent investir en Algérie. Très bien, on arrive un peu au terme de l'émission. Je vais terminer avec vous, Monsieur Nissa. Toujours selon l'étude que j'ai citée juste auparavant, plus de 68% je parle de la diaspora qui est venue investir ici, son entreprise ou leurs entreprises avec des fonds propres. Déjà, ce qui compte faire de fonds vers l'Algérie, des secteurs d'activité à forte valeur ajoutée, notamment dans les nouvelles technologies, et plus de 40% des entreprises exportent leurs produits et services, ce qui contribue également à la diversification des exportations algériennes. Donc finalement, la diaspora pourrait générer du transfert de compétences et de la création d'activités. Absolument. Et cela sera, je dirais, possible, comme je rejoins le monsieur Zitouni, à travers une stratégie claire, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Créer un climat propice à l'investissement. Un contexte favorable, effectivement, car cette diaspora, avec son love money, où elle peut lever des fonds à plusieurs milliards d'euros en matière d'investissement. Moi, je connais ici des investisseurs algériens qui sont prêts à rapidement utiliser des fonds pour exporter des produits made in Algérie. Mais pour cela, on a besoin, comme le contexte, encore une fois, il y a une investissement faite, je veux dire, dans une concertation avec cette diaspora, de manière à d'une manière claire, mais surtout à leurs problématiques. N'oublions pas que nous passons d'un investissement très fluide à un environnement démocratique. Oui. Et je pense que le chantier à faire, notamment la digitalisation, aussi on parle des guichets vraisemblablement, mais des guichets aussi représentatifs, centralisés, mais surtout toutes les de créer ce modèle fiable. Il faut qu'il y ait une implication de tous les ministères, notamment le ministère du Commerce, le ministère du Tourisme, le ministère des Finances, pour en citer que, de manière à tout de suite et rapidement permettre cette levée de fonds qui n'attend que justement qu'on lui donne un signal et qu'on lui favorise l'accès à l'économie algérienne. Merci. Finalement, des politiques fiscales et monétaires incitatives, débureaucratiser tout cela, numériser, jouer dans la transparence, c'est essentiel si on veut aujourd'hui attirer des investisseurs étrangers et de notre diaspora. Des investisseurs étrangers. Et pour la diaspora, c'est un peu nos ambassadeurs à titre individuel et collectif. C'est nos ambassadeurs et nos défenseurs à l'étranger. Donc il faut tout un environnement, un écosystème, une mutation politique à faire au niveau de l'administration aussi. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Monsieur Brahim Zitouni, je rappelle que vous étiez avec nous en direct depuis Paris. Monsieur Brahim Tahroubt, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Et monsieur Badis Khanissa depuis Paris également. Merci à vous messieurs d'avoir participé à cette émission. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Je vous dis à lundi prochain.